Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet qui est toujours en lien avec le bonheur, d'ailleurs qui s'intitule « Le bonheur, une possession ou une expérience ?» Enfin, possession ou expérience. Donc du coup, je vous invite à travers cet épisode à mener une réflexion sur l'élément ou l'approche à travers laquelle vous abordez la question du bonheur dans votre vie. Et pour vraiment bien asseoir cela, je vais particulièrement faire intervenir, en fait, moi je vais insérer une partie du documentaire de Prince Harris et Meghan. Donc je vous l'avais déjà dit, il y a de cela quelques épisodes que j'avais suivis. Donc je vais regarder ce documentaire qui m'a vraiment fasciné parce que ça met vraiment en lumière une histoire d'amour hors du commun. Donc, vous connaissez un peu l'histoire, hein, pour celles et ceux qui, justement, regardaient le documentaire ou qui ont été très attentifs à l'actualité de ce couple. Donc, le prince Harris, il est tombé amoureux de Meghan, notamment à travers des réseaux sociaux, donc sur Instagram, je crois. Et là, il va entrer en contact avec elle, ils vont se donner rendez-vous et comme ça, leur histoire va commencer. Ils ont tenu vraiment leur relation privée au début, loin des regards de tout le monde. D'ailleurs, ils vont même se donner un rendez-vous au Botswana, où ils vont passer quelques moments romantiques là-bas. Et après quelques temps, la relation va être rendue officielle. Mais elle va aussi se heurter à une réalité, c'est que Meghan, elle est de couleur, donc elle est noire, même si elle est très métissée, et du coup, ça n'entre pas dans les cases en fait de la royauté britannique. Donc, il y a quand même un certain nombre de règles, du moins peut-être tacitement établies, qui veuillent que la royauté appartienne vraiment à une race bien particulière, et donc vous savez laquelle. Et du coup, il va se heurter à cette réalité-là. Lui qui déjà en avait presque, je peux dire, marre de cette vie complètement réglementée, où les rapports entre père et fils sont vraiment submergés par la fonction de roi et de prince. Il voulait déjà se caser parce qu'en même temps, il avait déjà eu plusieurs conquêtes, plusieurs relations, mais ça ne semblait pas lui apporter le bonheur qu'il recherchait tant. Et donc Meghan semblait justement remplir toutes les cases et donc finalement combler ce dernier. Et de là justement, ils vont se lancer dans le projet de mariage, malgré les difficultés, l'opposition, les critiques naturellement des Britanniques, mais aussi de la royauté. Donc ils vont en tout cas essayer de, autant que faire se peut, franchir les étapes, braver tous ces obstacles-là. Et avec le temps, finalement, ils vont arriver à se marier. Donc ça va être un très grand mariage qui va avoir vraiment la présence de célébrités, de personnalités à travers le monde. Donc un mariage mais vraiment digne d'un film en fait. Ça va se faire et avec le temps, Meghan va essayer d'entrer dans les codes, en fait, va essayer de s'approprier finalement sa nouvelle position, en fait, sa nouvelle fonction de duchesse. Et là, elle va faire tout ce qu'elle pouvait faire pour s'intégrer. Et malgré cela, tout ce qu'elle faisait n'était pas assez, aussi bien aux yeux de la famille royale qu'à ceux de la population britannique, et particulièrement de la presse royale et la presse classique. Donc les médias, les paparazzis aussi, qui eux vont à chaque fois toujours sauter sur leur vie privée pour pouvoir se faire de l'argent, parce qu'effectivement c'est un gros commerce. Les gens se font vraiment de l'argent à travers la vie des célébrités et leurs moments privés, en fait, c'est beaucoup plus ça. Et là, Harry et Meghan vont se sentir vraiment presque en manque de liberté. Donc ils vont voir leur vie privée être vraiment l'objet de contrôle, en fait, finalement, de toute une multitude d'entités, ou enfin, du moins de personnes, de groupes de personnes. Et donc, arrive à en avoir assez, et surtout de savoir que
Meghan avait décidé de tout laisser pour le suivre par amour naturellement, et donc elle va quitter les États-Unis, là où elle a grandi, là où elle a vécu toute sa vie, là où elle s'est installée en tant que actrice, et sa renommée, elle a bâti sa fortune là-bas, et donc elle va pas tout lâcher, mais en fait elle va décider d'aller s'installer chez le prince Harry. Face à cela, l'objet de critiques, de menaces, de mort que recevait Meghan, il va en avoir assez, et donc lui aussi il va faire le choix finalement de se retirer donc du Royaume-Uni, tout en maintenant le contact dans le sens de prendre soin donc des affaires du royaume, tout en étant un peu distant, de certaines choses. Mais là encore, une fois de plus, cela ne suffirait pas à écarter tout ce qui était plus ou moins dans le logiciel de contrôle en ce temps-là. Et de là, justement, avec toutes les critiques, toutes les menaces aussi que Meghan recevait, et donc il va faire le choix, donc finalement, de renoncer à son titre et même au salaire justement qu'il recevait, pour pouvoir vivre finalement une vie digne de ce nom. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont formuler le projet d'aller s'installer en Afrique du Sud. Et comme les paparazzis sont toujours derrière eux, à leur trace, prêts à recevoir tout type d'informations, donc ils vont toujours avoir des informations. Et donc, malheureusement, ce projet va être avorté, et ils vont finalement s'installer au Canada. Et arrivés aussi au Canada, ils vont vivre pendant un certain temps, ils ont pris une maison, et malheureusement, là aussi, les paparazzis, même leur garde-corps va finalement être victime du système qui était contre Meghan. Donc, elle va être vraiment une cible pour les paparazzis qui vont faire toute une campagne de déstabilisation. La pauvre, elle attendait un autre enfant, puisque entre-temps, elle avait déjà le premier. Et donc, elle va avoir une fausse couche. Elle va faire une fausse couche, 2 fausses couches, je crois, dû à la pression justement des paparazzis, mais également du peuple britannique, mais également de la presse royale, donc qui va vraiment se lancer dans toute une campagne de dénigrement, d'injures, de souhaits de mort, etc. Et la pauvre et son mari vont vraiment vivre la misère du monde, parce que finalement les paparazzis étaient bien déterminés à en finir avec leur vie, d'un point de vue moral, psychologique, et donc finalement qui pouvait atteindre aussi le côté physique. Donc en fait, ils n'avaient véritablement pas de paix. Et Tyler Perry, qui fait partie donc des amis finalement de ce couple-là, va contacter Meghan pour lui dire: en tout cas, tu as mon soutien, je prie pour toi. Et elle aussi, elle va se souvenir de lui. Donc ça, c'était le message qu'elle a reçu en fait quelque temps avant le mariage, du moins après le mariage, lorsque la campagne de déstabilisation et de diabolisation avait été enclenchée. Donc elle va recevoir le soutien de Tyler Perry. Vous connaissez Tyler Perry, c'était un producteur américain, un écrivain chrétien qui encourage vraiment à chaque fois qu'il en a l'occasion, qui annonce Jésus-Christ de Nazareth. Bon, après, il y a beaucoup d'opposition sur ces films, etc., des prises de position, et à tort ou à raison, et d'ailleurs, il y a certaines pour lesquelles je suis tout à fait d'accord, que on puisse un peu essayer de l'amener à le recadrer, parce qu'effectivement, voilà. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment une personne qui n'hésite pas de parler de Jésus à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et donc, Meghan va se souvenir de lui, et elle va lui dire: écoute, j'ai besoin que tu m'aides. Et c'est lui qui va se proposer de les héberger, parce qu'en fait, Meghan et Harry n'arrivaient pas en fait à trouver des lieux, n'arrivaient pas même à se camoufler en fait, parce que les paparazzis étaient toujours sous leurs traces en fait. Ils étaient toujours sous leurs traces, et donc ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit qui pouvait passer inaperçu. Donc du coup, Tyler Perry va leur proposer donc de les héberger dans l'une de ses maisons. Je ne sais plus exactement dans quel état. Et donc ils vont aller là-bas. Et là, ils vont retrouver finalement une paix provisoire, on va dire, pendant un certain temps. Mais quand même, je crois que ça aurait duré peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus trop. Mais dans tous les cas, ils étaient en sécurité, ils pouvaient reprendre une vie plus paisible, plus harmonieuse, plus à l'abri en fait de toute une liste de cases à cocher, de toute une série d'injonctions à observer, et finalement, ils vont véritablement vivre la vie de 2 êtres humains, voilà, d'un couple normal.
Et avec le temps, lorsque l'information va fuiter, donc les gens vont se rendre compte, les paparazzis, donc la presse, le monde entier va se rendre compte que finalement ils sont aux États-Unis à tel endroit. Et donc là, ils vont une fois de plus aussi subir la pression des paparazzis qui, eux, ne pouvaient pas y accéder à véhicule. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même venir en hélicoptère, voilà, filmer le couple. Et donc, le couple va vraiment se sentir, vous imaginez, en insécurité totale. Vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, on n'a pas de vie. Et à plusieurs fois même, je crois, Meghan a eu des pensées de suicide. Donc, c'était vraiment la misère. Et après, la suite, ils vont décider de vivre comme ils pouvaient parce qu'ils vont se rendre compte que, en fait, on n'en peut pas. On va utiliser cela, finalement, comme un outil qui va nous propulser à faire du bien plutôt que à fuir tout simplement. Et c'est de là, finalement, que ils vont se lancer à créer leur fondation et finalement vont vivre avec. Ils vont se dire, écoute, apparemment, on n'est pas victime d'un sort, mais en fait, on est juste en train de vivre la réalité de la fonction, de notre position et comment l'utiliser de façon à ce que ça puisse nous apporter du bonheur. C'est tout l'intérêt de cet épisode. Du coup, la question du bonheur. Et là, je vous ai pris l'histoire de deux personnes qui sont nées qui sont en position de richesse, donc finalement, qui sont à l'abri du besoin, qui ne sont plus en situation de survie, donc qui vivent au-delà de ces différentes étapes, la survie, on veut se maintenir, on veut avoir de la richesse, on va avoir de l'abondance, etc. Mais Meghan et Harris sont dans une posture où l'argent n'est pas un problème. L'argent est loin d'être un souci pour eux. Mais plutôt, ces personnes cherchent la paix. Elles cherchent, le bonheur. Et ce qui est merveilleux, c'est que, en suivant ce documentaire, il y a un épisode où Meghan va décrire finalement l'état dans lequel elle va se trouver lorsque ils ont retrouvé en fait cette stabilité-là. Et je vous laisse écouter en fait ce qu'elle dit. Une amie proche demande à chaque réveillon du Nouvel An aux invités autour de la table: quel est ton mot pour l'année à venir? Il y a quelques années, quand elle m'a posé la question pour la première fois, j'ai cherché un mot, pas une résolution. Et je me suis dit que mon mot était paix, évidemment. Je veux seulement être en paix. Mais je me suis ravisée. La paix ne peut exister sans vérité. Alors j'ai choisi le mot vérité. Bonne année. Merci les amis. Bonne année. Trinquons. Santé tout le monde. Un an plus tard, malgré avoir dit la vérité et en avoir révélé certaines au grand jour, je n'étais toujours pas en paix. Au fond, mon vrai mot est paix. C'était l'époque où je répétais constamment « je veux avoir la paix ». Je voulais aussi me réapproprier une partie de moi que j'avais perdue et renouer avec mes proches et avec mes amis. Ce sont eux qui m'ont permis de me retrouver et de rester forte. Et ce que je préfère le plus, ce sont les moments de liberté que ma famille et moi vivons enfin au grand jour. On va voir les chevaux? Yay! C'est tout ce que je souhaite à mes enfants, qu'ils puissent voyager, tomber amoureux et connaître le bonheur. J'aimerais que le monde soit exactement comme ils le perçoivent. Alors, vous vous rendez compte? Dans ce qu'elle dit, elle va citer un certain nombre de valeurs qui mettent en exergue en fait un état. Donc elle va parler de la paix. Après la paix, elle va parler de la vérité. Après elle va se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus la liberté dont il s'agit. Et ce qui est merveilleux, c'est que à la fin, elle va atterrir finalement à l'étape ultime qu'est finalement le bonheur. Un état de paix, un état de liberté, un état de bien-être, mais également un état d'accomplissement. Voilà un couple en fait finalement qui est riche, qui est en recherche de paix, qui est en recherche du bonheur et qui va finalement, par une prise de conscience de ce qu'il devait finalement imposer bien sûr à l'histoire, ces derniers vont faire le choix finalement d'utiliser cette pression pour justement les conduire vers un certain idéal de bonheur.
Ils vont faire tout pour que leur paix, leur liberté, leur santé physique, donc psychologique, psychique, mentale, morale, etc., et bien sûr physique, et leur capacité à se réaliser puissent se retrouver en un. Et donc pour vivre la réalité du bonheur, vous voyez? Et c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'elle était en train de décrire la réalité du bonheur, et je me suis dit ça peut être très intéressant si je le reprends et donc je l'aborde ici dans le cadre de ce podcast. Donc vraiment, des personnes qui ont des biens, qui ont une certaine richesse, qui ont une certaine renommée, nous font comprendre par leur histoire ici que le bonheur ne réside pas en fait dans des biens, dans la renommée, dans la popularité, dans le fait d'être reconnu, d'être suivi même par des paparazzis, parce qu'au passage, je vois souvent certaines personnes qui se font filmer comme si elles étaient prises en photo par des paparazzis et elles postent ça sur la toile. Je me dis waouh, mais vous n'êtes même pas encore célèbre pour être poursuivi par des paparazzis. Vous êtes déjà là en train de vous prédisposer à cela. Vous ne savez même pas le prix que ça coûte. Mais qu'en sera-t-il en fait le jour où vous aurez véritablement une telle célébrité, une célébrité qui va engager une telle responsabilité ou une telle réalité? Comment allez-vous réagir en fait face à cela? Voilà un couple vraiment qui a baigné là-dedans toute sa vie et qui se retrouve à être piégé finalement, à être dépourvu de son bonheur du fait de la présence malsaine et non voulue justement de personnes malveillantes et mal intentionnées, cupides, qui veulent se faire de l'argent sur la vie privée des gens, au prix de la vie privée des gens, vous voyez. Donc je me dis, c'est des choses vraiment qui doivent susciter un peu une certaine réflexion chez nous. On peut pas regarder un documentaire comme ça et se dire, on va être indifférent, bah, tiens, c'est eux, la popularité, la célébrité, bah, c'est vraiment... non, on doit être interpellé par rapport à ça. Même lorsqu'on n'est pas populaire, on n'est pas célèbre, on doit être interpellé par rapport à ça. Bref, je ferme la parenthèse. Mais juste dire que voilà un peu quelques éléments qui mettent en exergue la réalité du bonheur. Après, bien entendu, dans le cadre de Vital Podcast, ce bonheur-là, il doit se bâtir sur quelque chose de solide, de durable. Et la Bible nous dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent, le font en vain. Donc, nous devons bâtir notre bonheur sur quelque chose de solide et de durable. Et rien de mieux que la parole de Dieu, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais, parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui était fait a été fait par elle, et rien de ce qui n'était fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, en elle, il y avait la lumière des hommes. Donc vraiment, c'est sur Christ qu'il faut bâtir son bonheur. C'est sur Christ qu'il faut bâtir cet état de paix, cet état de liberté, cet état de bien-être, mais également d'accomplissement, pour pouvoir être une lumière, pour pouvoir véritablement vivre cette réalité du bonheur à la dimension voulue par le Seigneur. C'est vraiment ce que je nous souhaite. Alors vous me direz, mais quel est le lien avec le titre? Le titre, c'était le bonheur, possession ou expérience. En fait, à la lumière de cette histoire de Harris et Meghan que j'aime vraiment, qui est digne vraiment d'un film, quoique c'était une réalité vraiment, je tenais vraiment à faire ressortir un fait pour dire que le bonheur, si un tant soit peu, a été présenté comme le fait de posséder des biens, de disposer de tout ce que l'on veut comme objet, a véritablement, alors cette définition a véritablement une limite. Elle a une limite qui est très subtile et qui peut nous coûter tout le reste de notre vie. Et par conséquent, lorsque vous regardez ce documentaire, vous allez vous rendre compte que finalement, tout ce que Meghan et Harris ont vécu, toutes ces expériences, avec la prise de conscience bien sûr de l'orientation qu'ils devraient donner à leur vie, qu'ils auraient dû donner peut-être à leur vie depuis, ou qu'ils ont décidé à un moment donné de donner à leur vie, ils ont utilisé finalement toutes ces expériences, toute cette histoire au service de la culture de leur bonheur. Ils n'ont pas usé de leurs moyens, ils n'ont pas usé de leur réputation, de ce qu'ils avaient comme possession pour se dire, bon, enfin,
Les gens vont dire ce qu'ils veulent tant qu'on peut amasser, tant qu'on peut acheter, tant qu'on peut acquérir, tant qu'on peut exploiter notre matériel, etc. Nous, on serait heureux. Non, ils ont vu les limites de tout ça. Même l'argent. C'était au point où l'argent même ne pouvait pas leur donner du bonheur. Ce n'est pas du tout possible. Et je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont malheureuses, mais qui ont beaucoup d'argent. Tout comme je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont très heureuses, mais qui n'ont pas bâti leur bonheur sur la base de l'argent en fait, mais sur autre chose, quelque chose de solide, de durable. Et bien sûr, en cultivant ces valeurs que sont la paix, la liberté, la santé physique et la capacité à s'accomplir. Donc, Meghan et Harry n'ont pas regardé à ça. Ils se sont dit non. Ce qu'on va faire, puisqu'apparemment ça ne s'arrête pas, on va exploiter, on va utiliser toutes ces expériences à notre service, à notre guise en fait, pour servir notre cause. Parce que nous avons de la valeur, nous n'allons pas laisser ces gens nous définir ou nous attribuer finalement une étiquette, un sort qui ne correspond pas au plan de Dieu pour nous. Je peux me permettre de le dire. Donc, ils ont décidé de vivre leur bonheur malgré l'adversité, en dépit de toute cette rafle de méchanceté, de sorcellerie à un certain temps, je peux me permettre de le dire. Parce que finalement, je sais pas si je peux dire j'en veux au paparazzi, mais je réalise juste combien la cupidité peut amener les gens à fermer les yeux sur l'humanité des gens. C'est-à-dire combien les gens, les paparazzi, donc ces gens qui courent après la vie privée, intime des gens pour se faire de l'argent, peuvent arriver à oublier que même une personne enceinte a besoin de paix en fait. Elle a besoin d'être, de vivre sa vie tout en étant en sécurité. Mais lorsque vous passez le temps à faire toute une campagne de méchanceté à l'encontre de personnes qui n'ont rien fait, qui ne vous ont rien fait, mais attendez, à un moment donné, je me rends compte que l'argent, finalement, détruit. L'amour de l'argent, la Bible nous dit, est la racine de tous les maux. Donc vraiment, ce documentaire est riche en leçons de vie, et je trouve ça dommage que des gens suivent ça et se limitent en surface, en fait, et ne commettent même pas, l'acte d'aller en profondeur dans la réflexion, en profondeur dans la méditation sur leur propre vie. Je me demande si des gens établissent des liens avec leur propre vie pour se dire, tiens, en fait, c'est ça la vie. Vous voyez un peu. L'argent ne fait pas le bonheur, en fait. On ne peut pas acheter le bonheur à coup d'argent. C'est pas possible. Le seul prix du bonheur, c'est ce que je vous ai dit. C'est décider de faire un choix. C'est décider de le bâtir sur quelque chose de durable. Malgré l'adversité, malgré la pression, malgré l'opposition, malgré l'oppression. Dire que vous allez bâtir votre bonheur sur quelque chose de durable. Et quoi de mieux que la parole de Dieu? Quoi de mieux que de filtrer toute chose à la lumière de ce qui vous apporte la paix, la liberté, qui vous donne d'être en bonne santé à tous les niveaux psychologiques, physiques, mental, moral, etc. Y compris cette capacité, cette disposition à pouvoir vous réaliser, à réaliser des projets sur quelque chose de solide. Bien sûr, en tenant compte des valeurs que sont l'honnêteté, la dignité et la justice, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres, pour ne pas être une occasion de trouble pour les autres. Donc vivre sa vie dignement. Ça, c'est le bonheur. Et c'est en cela justement que je pense qu'il faut, sans diaboliser le fait de posséder des choses, mais il faut essayer d'utiliser toutes ces choses pour nous servir, pour notre bonheur. Après, vous vous souvenez, j'ai abordé la question sur le minimalisme. Comme je dis, moi, si c'est vraiment réduire toute chose à l'essentiel, moi j'adhère à cela. Mais si c'est quelque chose d'autre qui est un courant philosophique, peut-être avec une donnée, une variable spirituelle ou sectaire, etc., ça ne m'intéresse pas du tout. Mais cette disposition d'esprit à prendre des choses simplement, à utiliser ce qui est juste utile et ce qui est superflu, le laisser en second plan ou voire carrément pas, moi j'adhère à cette façon de faire. De toute façon, je le vis depuis des années. Donc pour dire que on peut accumuler des choses, on peut acheter des choses, on peut posséder des choses, mais si on se limite à ce qui est utile, ce qui est essentiel, pourquoi pas en fait? Pourquoi accumuler des possessions, des biens, sachant que tout ne va pas nous être utile sur le long terme? Pourquoi le faire? Donc vraiment établir un équilibre à ce niveau. Et de l'autre côté, comment valoriser des expériences de vie? Quand on lit le livre d'Arthur C. Brooks, The Conservative Heart, à l'intérieur, il présente en fait un aspect en disant que
il faut prioriser en fait les expériences plutôt que les possessions. Et il prend l'exemple de son fils en fait qui, voilà, le jour de son anniversaire, il se disait est-ce qu'il faut offrir un cadeau donc physique ou offrir une expérience donc de balade à cheval ou balade, une traversée à canot ou je sais pas quelque chose. Et il a préféré donc opter pour une expérience de vie. Et à la fin, il le dit que cette expérience restera à vie dans le cerveau, dans la mémoire de son fils. Or, le cadeau physique, il aurait disparu à un moment donné où il serait cassé ou peut-être à un moment donné, vous savez, la nature est insatiable. À un moment donné, son fils serait passé à autre chose et ça n'aurait servi plus à rien. Ces expériences de vie nous servent parce que nous sommes des êtres humains. Lorsqu'on se retrouve, on aura envie de raconter des expériences, partager des anecdotes. C'est ça qui assaisonne un peu nos rapports, nos moments conviviaux. Les expériences de vie, toutes ces choses, l'équilibre entre les deux, les possessions et les expériences de vie, nous permet vraiment d'aborder la vie autrement. Donc, on peut être riche, on peut avoir tout ce que l'on veut. Comment on peut se servir de tout cela, de la richesse même de nos expériences, qui peuvent être très désagréables, qui peuvent être très douloureuses. Comment on peut se servir de cela pour cultiver son bonheur? C'est de cela dont il s'agit. Et je pense que le documentaire de Meghan, si vous ne l'avez pas encore suivi, Meghan et Harris, peut vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire dans cet épisode. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous partager. J'espère que cela va vous être utile, que cela vous sert, en tout cas, dans la culture de votre bonheur. Je prie que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus. Amen.